Au sommaire de ce journal, la question du développement de la ville de San Pedro était au cœur d'une rencontre d'opportunités d'affaires entre les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire et une délégation de chefs d'entreprise de la région sud de France. Développement durable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le Pacte mondial signent des lettres d'intention. Marché boursier. La BOAD émet un titre à la BRVM d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Et puis, nous parlerons d'autonomisation de la femme dans ce journal. Les pays bénéficiaires du projet souhaitent en rencontre régionale à Abidjan. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Et nous débutons cette édition en nous intéressant au développement de la ville de San Pedro. La question était au cœur des échanges entre les opérateurs économiques ivoiriens et ceux de la région sud de France. Réunis à l'initiative de Alain Quadio, directeur général de Kaidan Group, ces acteurs envisagent des partenariats pour le développement du potentiel économique de San Pedro. Le récit de Diane Cablancan. San Pedro, ville nouvelle qui est l'opportunité d'affaires. C'est le projet que ces opérateurs économiques ivoiriens et de la délégation d'entreprises de la région sud de France sont venus présenter lors de cette rencontre. Ces opérateurs envisagent le développement de la ville de San Pedro à travers l'accélération du volet touristique du port de San Pedro, du port de plaisance et de commerce. Et ce, à travers des formes de partenariats axés, entre autres, sur des solutions d'analyse vidéo par intelligence artificielle, les caméras de surveillance. Cette rencontre, initiée par Alain Quadio, directeur général de Kaidan Group, s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien qui est de faire du port autonome de San Pedro le moteur de l'économie ivoirienne. Nous sommes un des grands acteurs du développement économique de la ville de San Pedro. Nous avons effectué une mission commerciale dans la région sud pour analyser les formes de partenariat que nous pouvons tisser avec les entreprises de la région sud. Et aujourd'hui, on joue le match retour pour être dans le thème de la CAN. Ce match retour-là qui consiste à venir s'imprégner des réalités de notre pays. Nous avons eu la chance d'avoir la commune de San Pedro, nous avons eu la chance d'avoir le port autonome de San Pedro, nous avons eu la chance d'avoir le ministère du Tourisme. Et je crois que la rencontre avec Alain, parce qu'il est venu nous visiter sur la Côte d'Azur, c'est l'expression de ce besoin de partenariat et d'échange entre des entreprises du même domaine d'activité sur du développement futur. Les participants sont heureux d'accueillir ces partenariats visant à rehausser l'image de la ville de San Pedro et ses environs. Nous avons exposé sur le port de plaisance qui va donc permettre d'accélérer le volet touristique au niveau du port de San Pedro. Et les opérateurs qui font partie de la délégation ont bien confirmé leur intérêt pour le port de plaisance et également la transformation des matières premières qui transitent par le port de San Pedro. Donc on a des acteurs qui sont des pure players d'intelligence artificielle et qui proposent en fait des solutions qui pourraient bénéficier à la Côte d'Ivoire. Et plus personnellement, donc Videtix, on propose des solutions d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Donc on pourrait travailler avec la Côte d'Ivoire avec les caméras qui sont existantes. Notant que des projets de haut niveau du port autonome de San Pedro ont déjà été entamés et quelques entreprises de la région sud de France sont présentes à San Pedro. Au-delà, la présente rencontre vise à renforcer la coopération entre les deux pays au grand bonheur des populations. De retour à Abidjan, sous l'œil vigilant du système des Nations Unies pour le développement, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le Pacte mondial ont signé des lettres d'intention, des lettres qui sont les premiers pas d'un protocole d'adhésion de la CGECI à un réseau d'entreprises responsables sur le continent que coach le Pacte mondial des nations. Cette signature s'est faite en présence de nos reporters Philippe Zabo et Valentin Kra. Le Pacte mondial des Nations Unies a pour rôle d'établir et de renforcer des partenariats avec des réseaux d'entreprises privées en vue de réaliser les objectifs du développement durable, ODD. 18 000 entreprises ont déjà pris leur carte d'adhésion, dont 900 sont africaines. Et sur ces 900, 11 sont ivoiriennes. Le Pacte mondial des Nations Unies a donc signé une lettre d'intention avec la CEGSI, une fêtière forme de 3 500 entreprises pour inciter ses membres à y adhérer.
mais que gagnent les deux parties signataires. Le pacte mondial ouvre des espaces qui leur permettent d'échanger de bonnes pratiques. Donc nous leur offrons ces espaces-là, qui sont des espaces de partage et d'expérience. Nous leur offrons des formations. Les entreprises nous disent un des grands soucis pour elles, c'est la formation, les compétences. Comment avoir des compétences, être à jour sur ces enjeux qui changent tous les jours. Le rôle de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans ce système-là est bien sûr de donner accès, de faire passer l'information à ses membres. Nous comptons près de 3500 membres. Le réseau espère mettre la main, j'allais dire, sur une cinquantaine d'entreprises. Donc, dans cette lettre d'engagement-là, nous allons faciliter les relations entre le pacte mondial et les entreprises et essayer d'identifier les entreprises les plus engagées sur les questions de durabilité. Parmi les 11 entreprises ivoiriennes qui prennent part au pacte mondial, 2 ont accepté de parler des avantages qu'elles tirent de ce pacte. Nous, au niveau de NCA Bank, nous voulons démontrer notre attitude justement à faire des financements, ce qu'on appelle des financements responsables, et faire aussi des achats responsables, mais aussi des recrutements qui sont responsables. Et donc notre engagement est assez fort et c'est pour cela justement que nous sommes engagés auprès de Global Compact. En tant que chef d'entreprise, j'avais besoin de m'appuyer sur des standards qui parlent à tout le monde. Et aujourd'hui, à travers les ODD, on a des standards universels qui m'ont permis de monter les fondations de ma structure et la stratégie de ma société, justement à travers les ODD et toutes les boîtes à outils que propose le Global Compact, justement dans l'avènement de ces ODD. Pour concrétiser son engagement, le pacte mondial a recruté un directeur pays en la personne de Dominique Kadia pour conduire le processus de mise en place du réseau ivoirien, ce qui portera le nombre de réseaux d'entreprises du pacte mondial des Nations Unies à 63. Et nous poursuivons notre édition en nous intéressant au marché boursier. Cérémonie de la première cotation, c'est ce qu'a abrité ce mardi la salle de cotation de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM à Abidjan. Le nom du titre, FCTC BOAD Doli-P6 10% 2023-2030 est une initiative de la Banque ouest-africaine de développement d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Issa Badini était là quand la cloche a retenti. Cette cloche qui sonne retentit ici dans cette salle, mais aussi dans l'ensemble des pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Elle retentit surtout pour cette première cotation de ce titre d'un montant de 150 milliards de francs CFA émis par la BOAD, des obligations issues du Fonds commun de titrisation des créances de la banque. Il y a trois, caractéristiques à retenir de cette opération. La première, c'est la première opération avec des tranches qui dénotent du couple rendement-risque, donc avec une tranche junior retenue par la BOAD et une tranche senior ouverte aux investisseurs. Il y a ensuite ce surdimensionnement, comme je le disais, qui n'est pas présent dans cette opération et qui est la condition pour pouvoir déconsolider les créances. Donc ça, l'aspect d'impact sur l'économie de fonds propres demande à ce qu'il n'y ait pas de surdimensionnement. Et le troisième critère concerne l'obligation adossée. Donc la BOAD n'a pas cédé sa créance, elle demeure propriétaire, elle transfère les flux et ceci nous permet de revendiquer son statut de créancier préférentiel. Aujourd'hui, la cérémonie de cotation qui vient de se dérouler est pour nous une grande satisfaction. Et également, comme je l'ai dit, elle appelle d'autres opérations encore plus ambitieuses sur lesquelles nous travaillons. Ce titre, 14e du rang de la BOAD depuis la création de la BRVM, complète à 129 le nombre d'emprunts obligataires de la bourse régionale. Une satisfaction pour le directeur général de la Maison Bleue et Jaune qui invite à emboîter le pas de la BOAD. Nous avons beaucoup à faire sur le plan de la technologie, sur le plan des PME aussi. Nous n'avons pas encore de PME côté, nous y travaillons, mais il est essentiel que nous accélérions le rythme pour pouvoir y arriver. Et je crois qu'avec les évolutions qu'on enregistre et les nouvelles initiatives qui sont prises comme ce FCTC vont nous aider à y aller le plus vite possible.
Les titres FCTC BOAD Doli-P d'un taux de 6,10% est d'une durée de 7 ans. Quant au prix de l'émission, il est fixé à 10 000 francs CFA. Avec ses 12 milliards de dollars de capitalisation boursière, la BRVM se classe désormais à la 5e place africaine, mais très loin de l'Égypte, la 3e bourse africaine, avec ses 43 milliards de dollars et encore plus de Johannesburg, classé numéro 1 avec près de 1000 milliards de dollars, reconnaît le directeur général de la BRVM. Intéressons-nous à présent à l'autonomisation de la femme. Les 9 pays bénéficiaires du projet Suède en Afrique sont réunis depuis ce mardi 24 octobre à Abidjan. À l'appel de l'UNFPA et ses partenaires, ils viennent partager leur expérience en matière de distribution de produits et services de santé dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Cette rencontre régionale prendra fin le 26 octobre prochain. Le reportage est signé Konena Nourgo et Tima Traoré. Ils sont les soldats du projet Suède dans les 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. À cette rencontre régionale d'Abidjan, organisée par l'UNFPA, ces représentants des pays Suède sont venus partager leur expérience de distribution au dernier kilomètre dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. Il s'agit ici de nous mettre ensemble pour capitaliser les expériences qui ont été acquises pour la distribution des produits contraceptifs au dernier kilomètre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, cette distribution au dernier kilomètre? C'est être sûr que dans tous les postes de santé, dans toutes les structures de santé de la Côte d'Ivoire et des 8 autres pays donc, qui sont présents ici, dans le secteur de la santé et notamment dans le secteur de la santé de la reproduction, la stratégie de distribution au dernier kilomètre permet aux communautés les plus reculées des centres de santé et des centres urbains et des agglomérations de bénéficier de services de santé maternelle et de la reproduction de qualité, par exemple les services de planification familiale, de consultation prénatale, d'accouchement assisté par un personnel qualifié et de consultation postnatale, pour ne citer que cela. Le projet Suède entend promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pays hôte de cette rencontre, la Côte d'Ivoire accorde du prix à ce projet, selon la ministre Belmondo Dogo. Notre pays, la Côte d'Ivoire, soutient cette initiative qui soulagera nos communautés. En vue d'atteindre cet objectif, 2 modèles de distribution publique-privée ont été testés en Côte d'Ivoire et les résultats sont disponibles. Nous savons aujourd'hui quelle est la meilleure formule pour assurer cette disponibilité dans nos communautés. Des recommandations et des directives ont été définies. Ouverte ce mardi 24 octobre, cette rencontre régionale prendra fin le 26 octobre prochain. Nous restons avec Konena Nourgo pour parler de sécurité portuaire. 25 agents des douanes de la gendarmerie et des affaires maritimes exerçant dans les ports des pays de la sous-région sont en séminaire de formation à l'ARSTM. Cette formation, organisée du 23 au 27 octobre par l'Institut de sécurité maritime interrégional, vise à renforcer davantage les capacités de ces agents dans la fouille des navires et conteneurs. Au soir du 27 octobre 2023, ils seront mieux outillés à mener la fouille des navires et des conteneurs. Au nombre de 25, ces agents de douane, de gendarmerie et des affaires maritimes intervenant dans les ports des pays bénéficiaires du projet, ces ports vont renforcer leur capacité en ciblage et contrôle des vecteurs de transport maritime à risque. Une formation organisée à Abidjan par l'Institut de sécurité maritime interrégional, ISMI. Le besoin est important quand on regarde l'environnement sécuritaire au niveau maritime et dans les ports. Vous savez qu'à travers nos ports, et donc qui dit port dit d'abord le maritime, à travers nos voies maritimes et nos ports transitent beaucoup de marchandises illicites. Nous avons la drogue, nous avons les armes, nous avons les faux médicaments qui sont destructeurs pour nos populations africaines.
Aujourd'hui, nous avons les produits chimiques qui transitent également par nos ports et qui servent à l'orpaillage clandestin au niveau de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit les pays sahéliens ou bien les pays du Sud. Et donc, face à l'acuité du phénomène qui font que nos ports et nos voies maritimes sont comme des passoires, il est important de renforcer les capacités de ceux qui sont au devant de la chaîne de réception et de traitement des conteneurs, de traitement des marchandises, de gestion des navires. De telle sorte qu'à leur niveau déjà, ils aient les moyens de pouvoir bloquer l'accès de ces marchandises à notre commerce, à nos activités commerciales. Durant les 5 jours d'atelier, les participants venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre auront des experts sénégalais et français en face. À travers des séances pratiques et des visites de site, ces agents auront acquis des aptitudes nécessaires pour mener à bien leur mission. Lors de cette formation, moi je suis venu en tant qu'expert en fouille de navires. Donc il y aura la gestion de visites, il y a les types de navires. Alors je vais expliquer aux personnes qui sont présentes quels sont les éléments essentiels pour pouvoir cibler et contrôler dans un conteneur dans lequel nous recherchons des produits stupéfiants en grosse quantité. Cette formation, c'était également l'occasion pour l'ISMI et Expertise France de sceller un partenariat en matière de sécurité maritime. L'idée, c'est de partager les ressources, à la fois les ressources en termes immobilières, en termes d'équipement, mais aussi de proposer de partager les ressources des experts de SICOP. Cette formation a été organisée par l'ISMI à travers le projet SafePort financé par la coopération allemande. Parlons à présent des droits de l'homme. Qu'est-ce que le droit international des droits de l'homme? Quel est son champ d'intervention? Quelle pourrait être sa place dans la prévention et la gestion des conflits? Autant de questions au centre de la session internationale 7e du genre de formation en droit international des droits de l'homme qui a ouvert ses portes à Abidjan et ce pour une semaine. Issa Badini et Marius Siri ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Professeur de droit public à l'école de droit de l'Université de Paris 1 Sorbonne Panthéon, Laurence Larsen donne ici la conférence inaugurale, sinon le premier cours de cette session internationale, 7e du genre de formation en droit international des droits de l'homme. Une conférence inaugurale qui justement a pour thème la construction du droit international des droits de l'homme. À la manœuvre donc de cette formation qui démarre ainsi, les fondations René Cassin et Friedrich Naumann pour la liberté, pour qui cette formation tombe à point nommé. Nous vivons à une époque où malheureusement les conflits armés, tant nationaux qu'internationaux, tant en Afrique que dans le monde, dans le reste du monde, sont une réalité pour de nombreuses civilisations. Et notre engagement envers les principes fondamentaux des droits de l'homme, ce n'est pas toujours facile de se battre pour ces droits quand tout autour de nous, c'est la dévastation engendrée par ces conflits. Mais il est essentiel de ne pas perdre de vue le fondement sur lequel repose la véritable paix et la sécurité, les droits inaliénables de chaque être humain. Les droits de l'homme ne sont pas simplement des idéaux fixés sur papier. Ils représentent la boussole morale de notre civilisation et sont le fondement sur lequel nous pouvons bâtir des sociétés justes, libres et sûres. Même si la géopolitique inciterait à la résignation, des connaissances solides en matière de droits de l'homme ne seront jamais vaines. Des formations telles que celles dispensées cette semaine constitueront toujours des agoras essentielles pour apporter l'équilibre, la nuance et la complexité du droit dans un monde que d'aucuns aimeraient nous rendre manichéens. Unanime qu'il faut promouvoir et défendre les droits, surtout dans un contexte de fragilité régionale et internationale. C'est aussi l'avis du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, conseil d'ailleurs qui va prêter ses installations à la session de formation. Il s'agit d'un rendez-vous spécial, une fois encore renouvelé, et qui donne à la Fondation René Cassin de venir à nous en réponse à un besoin légitime d'accès à un enseignement d'excellence,
dispensés par des enseignants et des spécialistes des questions des droits de l'homme. Du 23 au 28 octobre, assez le temps que va durer cette session, septième édition, faut-il le rappeler, qui intéresse entre autres avocats, magistrats, autorités politiques, journalistes, venus en grand nombre prendre part à cette séance inaugurale. Cette session intervient au moment même où la communauté internationale célèbre le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sachez aussi que ce mardi 24 octobre, la direction de coordination du programme élargi de vaccination a organisé un point de presse pour annoncer le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette seconde phase se tiendra du 27 au 30 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Cette rencontre voulait aussi instruire l'ensemble des journalistes présents à une large diffusion de ce programme de vaccination afin de sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination et administrer les vaccins aux populations cibles, dont les enfants de 0 à 5 ans. Le lancement de cette phase se fera sur le terrain du village d'Ebimpe. Je vous propose d'écouter le médecin Yeboah Amouakan. Ce virus a été isolé dans 4 prélèvements sur 4 sites de surveillance environnementale dans la ville d'Abidjan. Et donc, depuis 22 avril 2023, ce sont 6 cas humains de poliomyélite. Je dis bien 6 cas humains de poliomyélite, c'est-à-dire des enfants qui ont la poliomyélite, 6 cas humains de poliomyélite, dus donc à ce virus-là qui ont été notifiés dans les districts sanitaires de Bouna, de Doropo, de Congo, de Mans et San Pedro. Et 10 cas contacts de poliomyélite à Bouna et à Doropo. Les 10 cas contacts, c'est quoi? En fait, lorsqu'on trouve un cas de poliomyélite, on fait une enquête autour donc de ce cas et on a retrouvé le virus chez les enfants autour de ces cas-là, dans les districts de Bouna et de Doropo. Et donc, la stratégie adoptée pour interrompre donc la circulation donc de ce virus dans le pays était donc d'organiser donc avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers ce deuxième passage après le premier qui s'est passé, vous le saviez très bien le mois passé, hein, après le premier passage, de faire ce deuxième passage-là hein, sur tout l'étendue du territoire pour permettre aux enfants d'avoir une bonne santé et donc de booster hors de la Côte d'Ivoire et hors de l'Afrique ce virus qui paralyse nos enfants. Et aujourd'hui, on vous demande de donner l'information partout où vous seriez, sur vos canaux, hein, et donner cette information-là aux parents, de recevoir donc nos vaccinateurs qui vont passer dans les ménages, de rentrer dans ces ménages-là et donner la dose qui peut sauver la vie donc, de ces enfants-là. La mairie de la commune de Maféré a connu récemment une ambiance particulière en présence du sous-préfet de la ville. À l'issue du premier conseil régional, les conseillers ont élu Elijah Angora à la tête de la mairie pour son tout premier mandat. Au cours de la première session, le nouveau maire a appelé à l'union sacrée pour la construction de la cité de Maféré. Le compte-rendu de Pierre Tebeu. La mairie de Maféré a son nouveau magistrat, Elijah Angora. Il a été élu à l'issue du premier conseil tenu dans la salle de mariage de la commune de Maféré. À l'issue des élections auxquelles ont pris part 31 conseillers sur les 32, la tête de liste de Rassembler pour développer une coalition de cadres issus de différents partis politiques et de la société civile conduite par Elijah Angora a été élu maire avec 31 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Cette élection marque la fin du processus électoral. Dans son discours marquant le début de sa première mandature, le maire a partagé les préoccupations de son conseil. Il a rappelé les défis à relever pour les 5 prochaines années. Je voulais saluer et féliciter la population. Leur demander de nous faire confiance. Nous voulons rêver, nous rêvons grand pour cette ville. Et je pense qu'ensemble, nous irons loin. Seul on va vite, c'est vrai, mais ensemble on va très loin. 4 conseillers ont été élus adjoints pour accompagner le nouveau maire
dans sa mission de développement de la cité de Maféré. Nous allons tabler d'abord sur l'insalubrité au niveau de Maféré, au niveau de Mouyassou et dans tout le territoire communal. Et je pense bien que le frère Eligny, qui est le maire, est capable, très capable. Merci à monsieur le maire pour son proposition qu'il a donnée. Je pense que c'est bien. Aussitôt élu, le maire et son équipe se sont remis au travail. Parmi les premières actions de ce mandat, un don à l'endroit de l'IEP de la commune de Maféré. Rendons-nous à Diokoué pour parler de lutte contre la fuite du cacao vers les pays limitrophes. La centrale syndicale a offert des motos à ses délégués pour dénoncer, alerter, voire même exposer ces trafiquants de cacao présents dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce sont 7 motos qui ont été remis pour cette première phase. Théodore Kanga. Ils sont venus de Tabou, Touleplu, Sipilou, Danané et plusieurs autres localités de l'Ouest. Ces planteurs délégués de la centrale syndicale agricole qui luttent sans moyens contre le trafic du cacao vers les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Ils ont reçu des mains du secrétaire national de la centrale syndicale agricole des motos au nom du président Seydou Kébré en vue de lutter efficacement contre le trafic du cacao vers la Guinée et le Libéria. Ce geste intervient suite à plusieurs cas de trafic constatés à ces frontières. Au niveau de Sipirou, le trafic est trop fort là-bas. Là-bas, le café cacao rentre en Guinée en désordre. En désordre, là-bas, il y a des pistes qui sont partout. Ils ont même des machines pour faire des routes pour pouvoir que les trafiquants puissent passer pour pouvoir rentrer en Guinée. Je suis du côté de Tabou, à la frontière Ploro. Vu ce qui se passe au niveau du trafic, c'est compte tenu des prix qu'on donne aux opérateurs et la marge qui est de 80 francs. Bon, je pense que c'est à ce niveau-là que les gens profitent pour acheminer le cacao vers le Libéria qui a un prix un peu élevé que chez nous ici. Selon le secrétaire général de la centrale syndicale agricole, la dotation des délégués de l'Ouest en moto répond à un objectif clair. La dotation en moto ce matin obéit à une série d'actions que nous avons commencées depuis un moment parce que nous avons décidé de traquer et d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le trafic du cacao hors de nos frontières. Alors de San Pedro jusqu'à la frontière en Guinée et autres, toute la frontière, commencer de San Pedro jusqu'à de l'autre côté en haut, par la Guinée, nous avons des agents, nous avons des planteurs, nous avons tous nos délégués, nous avons des membres de la centrale syndicale agricole qui sont sur cette ligne-là pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir alerter, pour pouvoir exposer ces trafiquants-là qui utilisent les pistes, qui utilisent les voies rurales, les voies détournées pour faire échapper le cacao hors de notre territoire. Alors donc nous venons ce matin doter nos agents, nos délégués de cette moto-là dans un premier temps pour pouvoir être efficace sur le terrain. Thibaut Yoro a également plaidé pour une franche collaboration avec les forces de l'ordre dans ces différentes localités. La centrale syndicale ne vient pas d'abord se substituer à eux. Nous venons les aider, nous venons les accompagner. Pour rappel, au mois d'août dernier, un camion de 40 tonnes chargé de cacao en partance pour la Guinée avait été saisi à Mans. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire doit encourager et donner les moyens adéquats à la centrale syndicale pour aider les forces de l'ordre dans la lutte contre le trafic du cacao vers les pays limitrophes. En image à présent, le Nigeria, 4e producteur de cacao en Afrique derrière la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun. Dans le pays, la production de la fève stagne depuis quelques années en raison notamment du sous-investissement dans la filière. Pour y remédier, le département américain de l'agriculture a lancé le programme au profit de la filière cacao d'un coût total de 22 millions de dollars. Ce nouveau projet sera mis en œuvre sur la période 2023-2028 par une ONG œuvrant pour le développement durable et l'aide humanitaire dans des zones de production à fort potentiel.
Toujours au Nigeria, premier producteur africain d'huile de palme et 5e au monde. Après l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et la Colombie, reste encore loin de satisfaire sa consommation qui est la plus importante du continent. Les achats d'huile de palme en provenance de la Malaisie ont atteint plus de 200 000 tonnes entre janvier et septembre dernier. C'est ce que indiquent les données commerciales du Conseil malaisien de l'huile de palme. Ce volume est en hausse de plus de 65% d'une année sur l'autre et dépasse déjà l'ensemble du stock importé par les pays d'Afrique de l'Ouest auprès du second producteur mondial de l'oléagineux durant l'année 2022. Avec ce niveau, le Nigeria s'est affirmé sur les 9 premiers mois de cette année comme la 4e plus importante destination pour l'huile de palme malaisienne sur le continent africain. C'est tout pour l'actualité du jour sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent.